Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la review de l'épisode 2 de la saison 3 de Qui veut être mon associé. Une émission dont je vous ai déjà parlé donc la semaine dernière en vous disant que ça avait été une belle découverte et j'ai hâte aujourd'hui de vous parler de cet épisode 2. Un épisode 2 qui a été tout aussi intéressant que le premier, avec des projets très différents, des personnalités très différentes et des projets parfois très enthousiasmants, d'autres très critiquables, on en parlera. Mais je voulais faire un mea culpa pour commencer, j'en fais pas souvent mais là je vais en faire un. Parce que je lis tous vos commentaires, vous le savez. Et un commentaire la semaine dernière m'a interpellé, attention, ce n'était pas méchant dans ses propos, bien au contraire, mais justement ça m'a fait réfléchir et je voulais y revenir parce que effectivement en regardant ça de loin, c'est vrai que ça pouvait surprendre, donc je vais faire un mea culpa. La semaine dernière, je vous ai parlé du jury et il s'avère que lorsque j'ai fait mon analyse du jury, en tout cas des investisseurs, je n'ai parlé que des 4 hommes et je n'ai pas parlé des 2 femmes. Alors, c'était pas une volonté de ma part de ne pas en parler, de les dénigrer ou des choses comme ça, peut-être qu'ils auraient pu laisser sous-entendre ça, même si c'est ce que ça pouvait ressembler. C'est parce qu'en fait, la semaine dernière, pour être tout à fait transparent, j'avais rien à dire de particulier sur leurs prestations. Elles avaient, je crois, assez peu investi dans les projets et globalement, elles avaient très peu parlé. Et en fait, moi, j'aime pas descendre des personnes, en plus surtout qu'il y en a une, dont Delphine notamment, qui est déjà là dans le programme depuis un moment. Et donc, j'imagine bien que c'est quand même une personnalité intéressante, mais là, globalement, elle m'avait rien montré. Et puis, il y avait une nouvelle, donc Isabelle Chevalier, qui vient du Canada. Pareil, j'avais pas grand chose à en dire. Là, cette semaine, je suis presque content de ne pas l'avoir fait la semaine dernière parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce qu'elles ont proposé cette semaine. Je trouve qu'elles ont été particulièrement actives dans cet épisode. Et donc, si je les avais jugées sur l'épisode dernier, je pense que j'en aurais rien dit d'intéressant. Et alors que là, je vais en dire des choses intéressantes. Donc après, c'est un parti pris, mais voilà, je voulais quand même le dire pour que ce soit dit. C'était pas volontaire de ma part de ne pas... C'est-à-dire que j'ai pas fait gaffe en fait. Parce que pour moi, ceux dont j'ai parlé, c'est parce qu'ils avaient vraiment... soit j'avais quelque chose à dire parce que voilà, Marc par exemple, parce qu'il m'avait marqué sur une émission précédente, ou voilà, les autres, parce qu'il y avait des choses qui m'avaient marqué. Mais là, toutes les deux, elles m'avaient pas marqué. Et là, dans cet épisode, j'ai des choses à dire. Donc voilà, mais je tenais à dire que oui, effectivement, ça pouvait surprendre. Donc si ça a pu surprendre, voilà, je fais mon mea culpa, mais... on en parlera dans cette émission, ne vous inquiétez pas, c'était juste voilà, un hasard malencontreux. Voilà. Donc justement, on va commencer avec le premier projet où on va parler surtout du jury féminin d'ailleurs. Alors c'est Sophie qui est arrivée avec le projet Aglaé. Alors le projet Aglaé, c'est un projet qui vise à oula, ça va être dur à dire ça. Revégétaliser, voilà, les villes avec une végétation qui, grâce à la lumière noire, peut être phosphorescente en fait. Et ça remplacerait donc les lampadaires, etc., etc. Je suis assez intéressé par ce projet, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant et la fille, honnêtement, je l'aurais écouté lire l'annuaire dans une autre langue. Elle était hyper passionnée, passionnante et surtout, ça se voyait qu'elle maîtrisait à fond son projet. C'est le genre de chef d'entreprise en tout cas qu'on aime entendre parce que on sent son dynamisme, on sent sa bonne volonté, on sent qu'elle cartonne, enfin vraiment c'était trop bien, j'ai adoré. Le plan notamment où elle emmène tout le jury et qu'elle éteint la lumière, je trouve que il y avait un effet waouh qui était absolument irrésistible. Donc elle voulait 10% de son entreprise, elle vendait 10% de son entreprise pour donc 350 000 €, ce qui donne une idée que la valo de l'entreprise est à 3,5 millions, c'est quand même énorme. Et donc voilà, c'était un projet de luminescence verte. Franchement, la fille, elle était top, je l'ai marqué, elle présente bien, le projet, il était rentable, c'était clair, on voyait tout de suite les implications, on voyait tout de suite à quoi ça pouvait servir, on voyait tout de suite, en plus, je pense qu'il y a vraiment un marché, c'est-à-dire que faut travailler avec le service public, évidemment, avec des mairies, etc. Je pense qu'il y a moyen, en tout cas, de faire des choses qui sont vraiment sympas. Mais c'est ce que j'ai marqué sur ma tablette, c'est que le projet, par contre, elle n'a pas évoqué, parce que la question n'a pas été posée, c'est la résistance pour moi à la vie urbaine, à la vie tout court. Parce qu'on est bien d'accord que ces plantes, là, elle les a mis dans une pièce, elle les a mis voilà, ici exposées, mais comment ça résiste à la neige, comment ça résiste à la pollution urbaine, comment ça résiste, je sais pas moi, à des grosses intempéries. Question, votre lampadaire, lui, il va résister à de la neige, il va résister aux intempéries. Là, est-ce que si jamais voilà, il pleut particulièrement, peut-être que les plantes, elles vont dire bye bye. Donc voilà, quel est le niveau de résistance de ces plantes? C'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir choisir aussi des plantes qui sont assez résistantes pour tenir le choc, parce que sinon il y aura plus d'éclairage très rapidement.
voilà, au moindre intempérie, etc. Parce que les plans qu'elle nous ont montré, enfin qu'elle nous a montré, pardon, étaient un peu, ça avait l'air d'être des plantes, pas forcément, en tout cas, j'avais l'air fragile un petit peu, j'avais le sentiment, peut-être que c'est moi qui me fais des films, mais en tout cas c'est un sujet qui n'a pas été abordé, qui je pense aurait été intéressant. Donc voilà, elle fait bonne marge, enfin nickel. Donc il y a Delphine et Isabelle, donc les deux investisseuses dont je n'avais pas parlé jusqu'à là, qui proposent toutes les deux donc 15% pour 350 000 euros. Celle qui semblait la plus intéressée, c'était Isabelle Chevalier, la canadienne, parce que elle va très vite proposer une belle offre et donc ça va très vite voilà, donner, ça va aller assez vite entre guillemets. Mais Delphine ne laisse pas passer aussi facilement. Donc il y a une contre-proposition pour Isabelle à 12%. Et ce que j'ai aimé, c'est que elle va aller rester sur sa proposition qu'elle trouvait déjà juste. Et en plus, je trouve c'est là qu'on pourrait dire que cette entreprise est un peu gourmande parce que les autres, quand tu voyais leur argumentaire, ils disaient en gros plus ou moins que le fait qu'elle ait parlé en premier leur avait empêché d'investir derrière parce que son offre était presque trop généreuse. Je pense qu'elle aurait dû l'entendre quand même, parce que là, elle voulait encore plus, alors que l'offre était déjà généreuse. Donc évidemment, elle a refusé, elle a eu raison, et elle a fini par accepter quand même à 15%. Pour ceux qui se seraient couchés avant 23h, enfin à 23h pardon, donc qui n'ont pas suivi l'émission jusqu'à la conclusion, jusqu'à minuit, oui, elle a terminé à minuit quand même. Eh bien, pour information, donc après en fait, donc elle lui ouvre tout le marché canadien, mais après dans l'émission dans l'avenir, donc à la fin, toute fin, elle revient. Je trouve ça bizarre moi aussi. Et en fait, Nadir investit également, je crois 5%, quelque chose comme ça, dans l'entreprise pour lui ouvrir le marché français. Donc voilà, mais c'était très compliqué, c'était très nébuleux, c'était un peu mise en scène, donc c'était un peu malaise parce que on sait très bien qu'en fait, elle lui a déjà fait la proposition avant qu'il arrive, donc il la découvre pas vraiment. Donc en fait, ils mettent en scène la proposition parce que tu sens très bien que la proposition elle est déjà prête. Donc c'est un peu une mise en scène, mais bon, globalement, voilà, c'était pour certainement conclure un petit peu mieux, parce que si jamais ils la font revenir dans un an pour montrer ce qu'est devenu le projet, il faudra expliquer pourquoi Nadir est arrivé d'un coup dans le truc, quoi, parce que sinon ça n'a pas de sens. Mais voilà, donc deux investisseurs au final, même s'il y avait qu'une seule au moment de début de l'émission, qui est donc Isabelle Chevalier. On passe au deuxième projet que là je connais par cœur, NKD Puzzle. Alors ça, si vous êtes un fan, et moi je suis immensément fan, j'adore ce youtubeur, Fabien Olicard a souvent présenté des puzzles, enfin des casse-têtes, excusez-moi, de NKD Puzzle, des casse-têtes extrêmement compliqués qui valent très cher d'ailleurs, hein, je crois qu'il y en a à 4 ou 5 000 balles, donc évidemment c'est des puzzles que je connaissais très bien, des casse-têtes que je connaissais très bien, pardon, et donc forcément j'étais hyper content et hyper investi de voir ce projet, voilà, se voir devant nos yeux. En plus c'était hyper ludique, alors il voulait 8% pour un chiffre un peu surprenant, 222 222 euros, bon. Moi, évidemment, j'aurais investi parce que je trouve que le projet est génial, voilà. Fabien Olicard, il en a fait une super pub en plus parce que c'est cool quand tu le vois travailler dessus. Moi, malheureusement, j'ai des problèmes de patience et des problèmes d'énervement, donc je pense que c'est pas fait pour moi. Mais j'étais surpris, tout le monde dit non. Ils sont pas investis par le projet. Je pense qu'aussi c'est le discours qui a été mauvais, parce que le projet quand même, franchement, il est cool. C'est le discours, en fait, ils cherchaient, au début, ils ont demandé de trouver un investisseur qui était comme eux. Et je pense que c'était... eux ils sont hyper investis, hyper motivés dans leur démarche, et eux c'est pas un projet qui porte à cœur autant, donc en fait c'est très compliqué de trouver un investisseur autant déterminé qu'eux. Donc je pense que là-dessus ils ont fait, entre guillemets, hein, je précise, une erreur, ils se sont trompés certainement de discours. Ils auraient certainement dû dire qu'ils cherchaient quelqu'un de complémentaire pour leur faire passer un cap, pour peut-être voilà, faire quelque chose de plus à l'international, etc., etc. Ou enfin, en tout cas, voilà. Mais bon, c'était intéressant. Et donc c'est Eric l'archevêque qui parle en dernier. Voilà, tout le monde avait dit non avant lui. Et il y réfléchit un moment, il regarde les chiffres, etc. Il calcule un peu. Et on sent que ce projet lui a plu. D'ailleurs, il cite Chris Ramsey, excusez-moi, très rapidement, qui est le spécialiste des casse-têtes, je crois, aux États-Unis, qui est un peu le Fabien Olicard des États-Unis, quoi. Et donc forcément, ça se voyait que c'était un truc, je pense, qu'il y a un univers qu'il connaissait déjà. Donc, sans dire qu'il a réussi à se projeter facilement, mais on voit que il y a des projets dans lesquels il arrive à se projeter. Et là, celui-là, on le voyait.
Et les autres, je vais pas dire qu'ils s'attendaient à qu'ils le prennent, mais en gros, c'était assez attendu. Ils l'ont un peu motivé à le prendre. Donc il a fait lui aussi une proposition un petit peu étrange pour 222 222 €. Il a proposé 11,11% de l'entreprise. Voilà. Donc après, les autres lui ont posé la question de, mais alors ça fait combien le pourcentage on s'en fout, on s'en fout à ce niveau-là. C'est même plus la question. Mais j'ai même été surpris honnêtement qu'il négocie pas plus. Bah, après c'était pour la blague du 11,11%. Mais est-ce que par exemple il aurait pas pu demander, je me suis même demandé s'il n'avait pas demandé 22,22%. Je me suis demandé. Hein. Mais bon là ça aurait été quand même très très loin des 8% de l'entreprise d'origine. Mais bon, très content pour eux, ils le méritent, je trouve que c'est un super projet, donc génial. Ensuite, d'ailleurs c'est le deuxième un truc comme ça qu'on a dans cette émission, parce que la semaine dernière, vous vous souvenez, on avait une sorte d'escape game un peu de ce type-là, et là maintenant on a un truc à casse-tête, donc voilà, vraiment ça fait 2 fois qu'on a des projets dans ce domaine-là. Alors là, on va arriver dans du collector, le mec, alors lui, il m'a fait rêver. Alors l'entreprise s'appelle Humans and Drones de Jean Gabriel, il demandait 15% pour 100 000 € de son entreprise, j'ai trouvé que l'entreprise valait vachement cher pour ce qu'il a proposé, sans déconner. Alors il annonce. Au début, attention, reprenons les termes. Il annonce qu'il va perfectionner une nouvelle forme de tourisme et révolutionner le voyage. Enfin, en tout cas, révolutionner. Pas le terme révolutionner, mais il a dit en gros que c'est une nouvelle façon de voyager, etc., etc. Ok. Le terme voyage a été utilisé dès le début. Le terme tourisme a été évoqué dès le début. Erreur fatale. Parce qu'il finit par nous dire, je suis désolé, on n'a pas la même définition du voyage, on n'a pas la même définition du tourisme, que en fait son drone qui permet donc de voir la ville, en tout cas le lieu au-dessus, en fait, le drone ne peut aller que jusqu'à 1 km de distance. Ce qui fait que tu ne peux, et tu es obligé d'être là. Il y avait des câbles de partout, dans une période où on a vraiment du sans fil partout, etc. Je trouve que c'est presque anachronique comme matériel, j'ai trouvé. Ça faisait pas du tout moderne, alors que pourtant tu avais le casque de réal, machin et tout. Donc tu avais le sentiment que c'était moderne et en même temps, je trouve que ça faisait presque kitsch, bizarrement. Et en fait, tu ne peux voyager que à 1 km par rapport à la position de ton casque. C'est nul, c'est pas un voyage. C'est limite, voilà, une nouvelle façon de voir la ville. Je pense qu'il aurait dû l'annoncer comme ça. Mais globalement, ça ne sert à rien. En plus, surtout qu'ils ne gardent même pas les bandes d'images. Donc, c'est même pas une bande d'images qui constitue, c'est qu'ils proposent à des gens, au lieu de monter dans un hélicoptère qui pollue, voilà, machin. Non, c'est juste, tu vas monter, voilà, comme ça. C'est 20 € à peu près la séance. Il peut faire venir je ne sais combien de personnes en même temps. Enfin, c'était assez hallucinant comme projet. Donc, par exemple, 2500 € pour 6 heures. Pour 120 personnes, donc ce qui faisait à peu près 20 balles. Moi j'ai trouvé que ça ne servait à rien, mais alors rien du tout. Le projet pour moi il est nul. C'est même pas du voyage en fait. C'est pas du voyage. Tu voyages pas, tu découvres rien. Tu découvres ton quartier, mais c'est pas un voyage, c'est pas du tourisme à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, bon, ça n'a aucun intérêt. Et puis le voyage c'est aussi le fait de se confronter à des gens, le fait de découvrir des choses par ses yeux. Là, globalement, on simule. Alors, il y a un commentaire qu'on m'a mis sur Twitter, c'est que ça peut être sympa pour les gens qui ont un handicap. C'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de lieux qui sont quand même relativement accessibles pour des handicapés. C'est pas le cas de tous, j'en ai bien conscience, mais tout de même, donc ça veut dire que c'est très situationnel. Je vais quand même aller dans un sens un peu plus positif pour terminer. C'est que je pense que le projet, par exemple, aurait été peut-être plus intéressant de travailler avec des agences de voyage et de filmer de très nombreux endroits, parce qu'il dit qu'il a des autorisations, et de se créer une base de données pour pouvoir les fournir à des agences de voyage qui peuvent ensuite, lorsqu'elles disent vous voulez aller en Égypte, vous voulez savoir à quoi ça ressemble, hop, tu leur enfiles le casque, et là d'un coup, ils se retrouvent projetés en Égypte, ils se retrouvent projetés en Namibie, ils se retrouvent projetés en Amérique du Sud, ils se retrouvent projetés en Afrique, ils se retrouvent projetés au Japon. Et comme ça, ils peuvent directement se dire ouais, c'est là que j'ai envie d'aller. Pour des pays parfois qui sont peut-être moins connus, là j'ai pris des pays très connus, mais je sais pas, vous voulez aller au Ghana par exemple. Le Ghana, on va pas se mentir, je pense qu'il y en a certains d'entre vous, ils savent même pas le placer sur une carte du monde, tout simplement, à part que le savoir que c'est en Afrique, le reste, voilà. Et ben, on cherche, voilà, bah tiens, d'un coup tu pourrais avoir un casque virtuel qui permet de voir ce que c'est que le Ghana. Et peut-être que le mec va se dire, ou la femme, ou peu importe, ou la famille, ou les enfants, ou l'entrepreneur, peu importe, qui là est en train de se dire, tiens, bah ouais, j'irais bien m'installer là-bas, ou en tout cas faire un voyage, ou je ne sais quoi. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Je trouve qu'il y avait peut-être un potentiel là-dessus, mais vu qu'ils gardent pas les bandes, etc., bah, au final, il y a aucun moyen que ça soit véritablement, que ça s'accumule, qu'après, presque, ça puisse devenir ça fonctionne tout seul. Mais pour lui, c'était vraiment le sentiment de vol, en fait, qu'il voulait recréer. Moi, je pense que ça aurait pas marché sur moi véritablement. Ils sont sur une chaise. Je veux dire, même déjà dans le 4DX au cinéma, quand ils veulent te simuler que, voilà, le truc bouge, machin, etc., là, ça accentue l'immersion,
Et là, t'es juste sur une chaîne avec un truc sur le casque. Alors peut-être que ça avait un effet, mais le jury avait pas l'air particulièrement convaincu que ça les avait vraiment fait voler. À la limite, ça leur avait montré un peu la ville de haut, mais pas pire, pas mieux quoi. Donc bon, évidemment le jury l'a démoli. Alors il l'a démoli parce que la valo ça allait pas, le projet ils ont rien compris, ça n'avait aucun intérêt. Bref, c'était un massacre, un pugilat. Chaque jury l'a défoncé et tout. Le mec il est sorti, il a quand même gardé le sourire. Mais franchement c'était rude. Mais bon, c'est le monde de l'entreprise, je suis désolé. Alors après, c'est vrai que c'est une émission qui peut peut-être tomber parfois dans la trash TV de certaines manières. Je trouve quand même qu'on en est loin. Quand même, il y a une forme de bienveillance qui reste quand même. On est très loin des émissions à l'américaine, à des Donald Trump qui dit You're fired, ou des choses comme ça. Vous voyez, on est quand même très loin. On est quand même beaucoup plus sur de l'accompagnement, sur de la bienveillance. On le voit même dans le programme Cauchemar en cuisine. Philippe Etchebest, malgré que pourtant il est impressionnant, il est gueulard et tout ce que tu veux, il est 100 fois plus doux que Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, c'est le mec qui va t'en coller une s'il faut, quoi. J'exagère un tout petit peu, mais on en est là. Philippe Etchebest, il y a un côté un peu quand même humour, un peu d'humour. Voilà, même s'il rentre dedans, c'est quand même relativement plus soft. Là, c'est pareil. Là, c'était rude, mais le monde de l'entreprise, il est rude. Moi, ce projet, honnêtement, j'y aurais pas mis un centime. Pas un centime, je ne vois aucun potentiel. Aucun. Alors, vous allez me dire que je suis qui pour dire ça? Écoutez, je suis personne. Mais je dis juste que moi, perso, je vois pas d'intérêt à... Même la raison écolo, je l'ai pas trouvé si terrible que ça. Pas si terrible que ça. Et puis, l'impression de voyage, si tu peux pas aller à plus d'un kilomètre de chez toi, c'est même pas un voyage. Donc, bon. Et je suis pas sûr que ça... Et même si on partait de l'idée, mettons que tu peux envoyer le drone n'importe où, ok, tu peux l'envoyer n'importe où, mettons, même à des centaines ou des milliers de kilomètres, mettons. Ouais, c'est sympa évidemment pour les questions de handicap ou machin, mais ça sera que tu n'auras quand même pas la même expérience parce que tu es quand même dans le ciel. Tu vois, le vrai voyage, c'est tu rencontres des gens, tu t'immerges dans la culture, tu vas manger des plats, machin. Ce truc-là, il pourra pas reconstituer ça. Donc globalement, je trouve que c'est une solution assez terne, assez fade. Donc de toute manière, pour moi, le projet était pas, enfin en tout cas de mon côté, est pas bon. Donc évidemment, il a récupéré rien du tout. Ensuite, Olivier Ezidi c'est arrivé avec une poudre. Et alors là, il nous a fait alors monter un suspense. Mais alors, le mec, ça y est, il présente question pour un champion qui veut gagner des millions ou j'en sais rien, tu vois. Vraiment le maître du suspense, quoi. Vraiment un truc de fou. Il arrive avec son sac de poudre, là, on aurait dit de la drogue, vous voyez. Et il arrive, il nous dit, voilà, donc après, il enlève, en début, il leur dit à quoi ça sert. Bon, il sait pas. Il y en a un, donc Anthony, qui sait, qui l'a déjà vu. Donc il sait déjà de quoi parle le projet. Et il révèle des toilettes ensuite. Bon, alors là, il leur demande à quoi ça sert votre sachet. Alors est-ce que c'est pour nettoyer en profondeur? Ouais, ça c'est vraiment révolutionnaire, je crois pas. Est-ce que c'est, je sais pas, voilà, enfin ils comprennent pas. Et donc ils trouvent pas évidemment, donc il finit, et en plus il fait monter vraiment le suspense comme ça, t'as l'impression qu'il va t'annoncer vraiment la révolution. Et là il t'annonce la révolution, alors c'est un produit que tu mets au fond des toilettes pour pas qu'on t'entende en train de chier. Et pour limiter un peu les odeurs, etc. Mais en gros c'est une honte d'aller aux toilettes. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire à ça? Je n'y vois aucun intérêt. 200 000 € pour 10% quand même. Hein. J'ai trouvé ça incroyable. Surréaliste pour moi. Ça veut dire quand même que l'entreprise vaudrait 2 millions d'euros. Mais d'où ça vaut 2 millions d'euros cette affaire? Donc, voilà, c'est un coussin qui fait une mousse qui limite les traces, les odeurs, blablabla, le son, etc. Bref, je n'y ai vu aucun intérêt. Et il nous a vendu ça, le mec, mais t'avais l'impression qu'il nous avait inventé la 5e merveille du monde. Mais là, globalement, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je vois pas de Français acheter ça véritablement dans les 50 ou 1000 prochaines années. Et donc là, les 2 millions d'euros, tu vois pas vraiment comment ils apparaissent parce que il a un chiffre d'affaires qui nous annonce qui est assez faible. Il dit, mais où tout vos 2 millions? Il comprend pas. Donc évidemment, c'était surréaliste. Donc aucun investisseur n'a investi. Même, voilà, celui qui connaissait un petit peu, même lui, il a dit non, mais moi je connais, mais c'est pas suffisant pour que j'investisse un centime dans cette entreprise. Donc bref, c'était une débâcle. Vraiment, c'était une débâcle. Celui d'avant, c'est que le projet était vraiment foireux, mais lui, c'était une débâcle de A à Z. La présentation n'allait pas, le produit, je l'ai trouvé pas terrible. Puis alors peut-être parce que aussi j'ai pas forcément de honte ultime moi, alors peut-être parce que je suis un homme, je me rends pas compte, j'en sais rien, c'est peut-être du sexisme, peut-être de dire ça, j'en ai aucune espèce d'idée, je me rends même pas compte moi, parce que pour moi je m'étais jamais posé la question de alors peut-être que on peut pas aller aux toilettes parce que machin. Franchement honnêtement, quelle plaisanterie, c'est incroyable. Ensuite, Amel qui est arrivé pour présenter l'entreprise Calicis, 18% de son entreprise pour 180 000 €, donc en gros une entreprise à 1 million d'euros. Alors elle propose
au début, je vais vous lire la phrase quand même, parce que voilà, on va faire la phrase. Elle propose donc son entreprise propose un service qui permet d'augmenter la rentabilité des investissements en s'occupant de réhabiliter les locaux vides. Ensuite, elle enchaîne en disant que parmi ces locaux, elle va en mettre 30% pour des victimes de violences faites aux femmes et 70% qui seront en location de Airbnb. Et là, je comprenais rien. Donc, parce que je disais, c'est quoi son entreprise? Son entreprise, c'est une entreprise de logement. C'est juste une entreprise de logement. D'habitude, on va pas se mentir, j'ai l'impression que le programme, quand même, il essaye de nous montrer des entreprises qui ont un truc, une plus-value. Une plus-value. Un truc qu'on voit pas ailleurs. Tu vois, tu vas pas avoir le petit entrepreneur, je sais pas moi, qui a sa entreprise de gestion immobilière, par exemple, ou de gestion de portraits boursiers, genre de portefeuille boursier ou je ne sais quoi. Si t'as pas un truc un petit peu accrocheur, globalement, tu viens pas, quoi. J'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est pas des projets ordinaires, tu vois. Ils vont pas investir dans une agence immobilière basique, ils vont pas investir dans un, je sais pas moi, dans une auto-école, voilà, des trucs comme ça. Enfin, il faut qu'il y ait un truc en plus, tu vois, pour que tu sois choisi, à mon avis, au casting. Donc là, je me disais ouais, et en fait le truc en plus, c'est que les gens qui vont payer en Airbnb pour ces logements, en fait, il y a une partie de cet argent qui va servir à financer 30 des logements pour des femmes battues. Donc en gros, c'est si jamais vous prenez ce logement, donc vous allez certainement le payer plus cher, ça, je trouve que ça a été assez mal expliqué, hein, ça n'a pas été posé la question, mais je suppose qu'évidemment, pour pouvoir que ça soit finançable et que ça soit rentable, il faut évidemment que ce soit plus cher. Mais je pense que c'est vendu comme c'est plus cher, mais le fait que vous ayez payé votre nuit plus cher permettra à une femme battue de s'en sortir et d'avoir un logement. La motivation, elle est forte, évidemment, elle est belle. Et on ne peut que la soutenir. D'ailleurs, le jury va être assez sensible. En plus, elle a une histoire un petit peu dramatique, évidemment, qui est en lien avec la cause qu'elle défend. Maintenant, moi, c'est vrai que je suis peut-être un peu sévère sur ce projet. C'est que, globalement, moi, j'ai vu que c'était un projet immobilier. Voilà. J'ai pas vu véritablement la plus-value énorme. Alors, comme je vous l'ai dit, sans passer pour un insensible, évidemment, voilà, c'est quand même bien. On se comprend bien qu'il y a des femmes battues qui ont des problèmes pour pouvoir sortir de leur logement, elles se retrouvent SDF, etc. Donc, on a bien conscience du problème. Et évidemment, c'est très louable de sa part et je comprends l'intérêt du projet. Maintenant, de le présenter dans cette émission, je sais pas si c'était vraiment intéressant parce que ça restait qu'un projet immobilier, hein, un projet immobilier simple. Elle prenait des locaux vides. Dans la ville de Marseille et elle les réhabilitait, les réinvestissait pour en faire soit du Airbnb, soit des trucs pour, des logements ou en tout cas des lieux dans lesquels peut vivre une femme battue le temps de se retourner. Voilà, la cause elle est juste, elle est belle, mais ça m'a pas transporté malgré la puissance de la cause, tu vois. Tu sais, on met pas la puissance de la cause en question, c'est pas ce que je dis. C'est juste que ça m'a pas transporté. Tu vois, il y a des choses qui peuvent parfois m'émouvoir, mais là globalement ça m'a pas du tout ému, malgré la puissance de cette cause, quoi. Donc beaucoup de non, même les deux investisseuses n'ont pas été intéressées. Et Anthony, donc, est le dernier à parler. Donc Anthony, c'est le plus dur, le plus sévère. Moi, je l'ai adoré dans cet épisode. Je sais qu'il est très critiqué. J'ai vu sur Twitter qu'il en a ramassé plein la pleine poire. Surtout notamment avec Humans and Drones, notamment, où il l'a massacré. Mais même avec Olivier aussi, il l'a quand même plutôt massacré. Mais franchement, c'est plaisant de voir ça à la télévision. Moi, je me régale. Mais bon, Anthony, donc, est le dernier à parler. Et il va proposer 180 000 €, mais pour 25%. Et là donc elle sort, elle est toute contente, mais elle va mettre une plombe à revenir pour au final faire une offre à 21% qui sera refusée pour obtenir au final 25%. Je comprends pas tellement pourquoi il négocie, parce que sans déconner, elle était tellement contente quand elle est sortie d'avoir sa proposition que là je trouve qu'il négocie pour négocier en fait. Franchement, il négocie pour négocier. Alors je comprends bien, hein, il faut négocier tout, mais souvent quand il faut une proposition, j'ai l'impression qu'elles sont quand même relativement justes quand même. Elles sont justes. Ils font pas des propositions en se disant je garde une marge de négo machin. Non, c'est des propositions qui sont déjà sérieuses. T'as l'impression qu'elles sont pas, tu vois, ils disent pas tiens on va négocier derrière machin. Non, ils font la proposition qui leur semble la plus juste. On voit ça calcule ça machin. Donc bizarre, surtout quand t'as plus qu'une seule proposition. Et normalement, dans la vraie vie, hein, quand vous abandonnez une proposition, vous pouvez pas revenir à la première, normalement, hein, voilà. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils font une contre-proposition, et puis après, au final, je reprends la première. C'est quand même des négos qui sont un peu étranges, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà, donc elle finit par accepter, évidemment, à 25, parce que c'était une bonne offre, je trouvais, pour ces 180 000 €. Mais voilà. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Voilà, le projet m'a pas emballé plus que ça, en tout cas, personnellement, même si j'y trouve, évidemment, de l'intérêt, et je pense que ça a une haute valeur.
mais ouais, c'est pas le projet qui va transcender, en tout cas à écouter. Ensuite, Body Glory. Alors là, c'est simple, je me suis fourdu la poire pendant 10 minutes. C'était incroyable. Donc c'était une entreprise avec des femmes qui sont venues nous présenter. Alors j'ai noté donc des produits pour les jambes qui se frottent parce que ça brûle. Et donc c'est Cuissance, voilà leur nom de leurs produits. Elles en ont fabriqué 10 000, elles en ont vendu 2500 et elles annoncent qu'elles ont une valorisation de l'entreprise à 1 million d'euros. Pardon. Alors bon, sans passer pour le insensible ultime, oui, je comprends bien qu'il y a quand même un enjeu de société et de civilisation dans le fait que les jambes peuvent se frotter. Maintenant, ouais, voilà, il y a des pommades qui existent aujourd'hui, il y a des trucs qui existent. Me faire croire à moi qu'il n'y a rien qui existe, je suis sûr que vous allez dans un truc de sport, machin, je suis sûr qu'il y en a. J'ai pas compris la plus-value, moi. Hein. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des industriels, qu'il n'y ait pas... parce que je veux dire, niveau irritation, machin, les trucs, je suis sûr que je vais à la pharmacie, je l'ai pas fait. Hein. Je suis sûr que je vais à la pharmacie, je suis sûr que je trouve des trucs. Globalement, j'ai pas compris vraiment quelle était leur plus-value. Alors si vous avez compris quelle est la plus-value, en quoi le truc est véritablement intéressant et que c'est du jamais vu, mais là, j'ai pas compris. Donc eux non plus, j'ai l'impression, puisqu'il n'y a aucun investisseur qui a mis de l'argent. Et Anthony, alors j'étais hyper fan parce qu'il a été hyper critique, il a dérouillé le truc, c'était trop drôle. Mais franchement, il est top quoi. Parce que, voilà, je pense que ça serait trop fade comme programme si on avait que des gens vraiment trop sympas, trop machin. C'est bien, il y a un jury complémentaire. Moi j'adore Eric Larchevêque, j'adore, notamment j'ai adoré la Canadienne aussi. Isabelle Chevalier, je la trouve géniale aussi. Et Delphine, je la trouve très beau potentiel aussi, je la trouve très bien. Je trouve que quand elle parle, c'est plutôt très cool, j'aime beaucoup aussi. Enfin, bref, tout le jury en fait, je l'aime bien. Mais lui, en fait, il est vraiment complémentaire avec les autres, moi j'aime énormément. Mais voilà, donc évidemment, ça n'a pas marché. Ensuite, on arrive donc à la suite de l'émission dans la deuxième partie. Vous aviez le projet donc French Baguette où ils sont revenus sur le succès de ce projet. Alors c'est un projet d'une saison précédente donc je peux pas vous en parler outre mesure, mais c'était plaisant de voir ça et honnêtement le projet avait l'air incroyable, incroyable. Donc je comprends qu'ils aient beaucoup et qu'ils ont investi à beaucoup. Et ensuite donc on avait l'entreprise de biscuits qui s'appelait La Petite Chipeuse. Donc ils demandaient 30 000 euros et c'était deux jeunes qui avaient 17 ans je crois. Ils ont eu un message de soutien d'Emmanuel Macron. Alors vanne que j'ai fait sur Twitter, j'en suis pas peu fier. C'est qu'Emmanuel Macron, il investit dans des biscuits. Pourquoi? Parce que Brigitte, elle aime bien les petits écoliers. Voilà, ça j'en suis fier. Ça c'est de la vanne. Mon spectacle bientôt dans toute la France, dans les salles, les Zéniths de France, l'Olympia, tout ça. Très bientôt, réservez vos places. J'en suis pas peu fier. Incroyable. Enfin bref. Donc ils avaient quand même 20 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal. Ils avaient un objectif de cette année d'obtenir 70 000 euros de chiffre d'affaires. Puis ensuite je crois que c'était 200 000, puis après 400 000, etc. etc. Ils avaient tout bien préparé. C'était des jeunes, hein, mais ils avaient tout préparé. La 2,8 c'était le prix. Ça leur coûtait 1,4 à fabriquer. Donc on calculait la marge, etc. etc. L'entreprise était déjà presque rentable, etc. Enfin vraiment c'était très intéressant. Mais voilà, c'était des jeunes. Donc c'était très compliqué parce que, évidemment, eux, s'ils investissent, ils investissent pour la développer rapidement, pour qu'ils aient un retour sur investissement, comme on dit. Sauf que s'ils le font, les gamins, ils vont devoir s'investir encore plus dans cette entreprise. Sauf qu'ils sont à un moment de leur vie où, justement, c'est le moment où peut-être qu'ils seraient plus amenés à continuer à faire des études, en tout cas. Et donc, il y en avait un, je crois que la fille parlait de faire avocate, enfin en tout cas des études de droit, on va faire des études de droit plutôt, on va rester simple. Et l'autre, je crois qu'il voulait faire ingénieur. C'est quand même des études qui sont, normalement plutôt élevées, plutôt avec des exigences qui sont assez élevées. Et donc voilà, alors la proposition, donc au final, ça a été Marc Simoncini qui a proposé donc 30 000 euros. Mais j'ai pas compris vraiment le bémol qu'il mettait dedans. C'est-à-dire que juste il proposait 30 000 balles, je crois. Mais Eric Chevalier lui proposait le paiement des études à hauteur de 30 000 euros. Je crois que j'ai compris ça comme ça. Et au final, Eric et Marc vont partager. Ce sera 15 000 euros chacun pour les deux objectifs. Voilà, pour l'entreprise et les études. Voilà, ils ont fait un package. Bon, globalement, c'était un moment sympa. C'était cool de voir des jeunes investisseurs comme ça avec... l'envie de bien faire et tout, c'était cool, leur projet était sympa. Bon, c'était un projet de fabriquer des biscuits, c'était pas non plus, tu vois, il n'y avait pas le côté révolution industrielle majeure, mais ils ont fait un truc qui était cool, c'était abouti et tout, donc franchement c'était sympa. Et puis c'était frais, c'était rafraîchissant de les entendre parler, et donc je suis content pour eux.
Ils n'ont pas demandé des sommes qui sont non plus irréelles et irréalistes. C'est resté quand même des choses assez raisonnables. Donc je pense que c'était quand même un projet qui avait une bonne valeur et puis qui était cool aussi à entendre à la télévision. Donc je pense que c'était super sympa quand on entend parfois voilà, que les jeunes ne font plus rien, que les jeunes sont juste des feignants ou des choses comme ça. Je trouve que c'était aussi sympa de montrer ce genre d'image de la France. Je trouvais que c'était plutôt cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des différents projets de l'émission. Moi l'émission je suis toujours aussi fan, je trouve qu'elle est hyper rythmée, etc. Tout ce que je vous ai dit la semaine dernière, ça s'est continué cette semaine. Le jury il est top, tous les membres du jury, moi je les aime tous, je les trouve super. Même le jury qui est dur, il est dur, mais tant mieux. Moi je trouve ça cool, mais il y a un peu de tout, c'est sympa, c'est exigeant, c'est un programme qui veut pas faire plaisir, mais en même temps qui essaye de faire de son mieux. Bref, moi je suis hyper fan, donc je vous le recommande. Si jamais vous souhaitez trouver un programme intéressant, je pense que c'est un programme à suivre. J'ai vu que les audiences ont été très bonnes. Hier, ils ont été numéro 1 sur les femmes responsables des achats, les fameuses, on disait la ménagère, on dit la femme responsable des achats. Mais ils ont cartonné, ils ont vraiment eu un super succès, donc bravo à eux. Et je pense que l'émission, elle est en train de trouver un sacré public et c'est très cool parce que je vous avais expliqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui regardaient, mais en fait, il y aurait beaucoup de jeunes et de plus vieux et voilà, maintenant ils auraient peut-être un public un peu plus large et ça c'est plutôt très sympa je trouve. Voilà. Écoutez, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, la partager sur les réseaux sociaux et on se retrouve très vite.